permettre de, voilà, merci bien. Merci beaucoup, cher Federico. Merci pour cette présentation exhaustive. Je suis très heureux d'être parmi vous et de m'adresser à différents médiateurs de philosophie de la recherche et de pouvoir discuter avec les interlocuteurs d'autres d'une autre discipline. Je suis désolé, je présente aussi mes excuses, c'est moi qui suis contraint de mettre la limite à 19h45 pour une raison personnelle. Merci d'avoir accepté. Je vais donc d'emblée commencer pour justement pas perdre de temps. Critique sociale et crise écologique, ou une théorie critique et crise écologique, c'est l'intitulé que j'ai donné à cette intervention, avec une question au fond, c'est la suivante: la théorie critique de la société fait-elle face à la crise écologique comme un défi qui l'oblige à se renouveler et à se transformer? Alors, poser la question en ces termes, évidemment, c'est présumer que la théorie critique ne serait pas véritablement armée pour faire face aux défis de la crise climatique et écologique, que son histoire, l'héritage qu'elle porte, ne lui permettrait pas de l'affronter sans devoir subir un sévère aggiornamento. C'est mon italien, je suis en plus en présence de beaucoup de collègues italiens. Ce sera le seul mot dans mon intervention. Les oreilles ne suffiront pas à la Ce jugement, donc, est très, très largement répandu, le jugement d'après lequel la théorie critique traditionnelle, dans sa version issue encore, ne serait pas tout à fait armée face à la crise écologique. C'est un jugement répandu, notamment au sein de l'éco-marxisme nord-américain. Si je prends par exemple un passage de John Bellamy Foster et de Brett Clark, dans leur livre The Wobbling of Nature, que vous avez récemment, certes, d'un côté, ils disent que une des contributions du pouvoir de théoriciens sociaux de transport, représentée en particulier par la directive de la raison, a été le développement d'une critique philosophique de la domination de la nature. Ils reconnaissent ça d'un côté, mais ils ajoutent de l'autre côté, surtout, lorsque le mouvement écologique a émergé dans les années 60 et 70, le marxisme occidental était, avec sa notion abstraite, philosophique, de domination de la nature, mal équipé pour analyser les formes changeantes et de plus en plus périlleuses de l'interaction matérielle entre l'humanité et la nature. Fin de citation. Donc, cette critique de la catégorie de domination, en raison de sa supposée abstraction et de son caractère excessivement philosophique, parce que c'est les mots utilisés philosophiques dans un sens manifestement péjoratif du terme, ça ne laisse pas d'étonner et on se demande ce qui peut véritablement justifier une telle position. Serait-ce à dire que les catégories philosophiques sont de façon générale inutiles ou inopérantes parce que trop abstraites? Mais alors on risque de devoir se passer de nombreuses catégories dont le pouvoir holistique n'est pourtant plus à démontrer. Serait-ce parce que les éco-marxistes estiment qu'à la catégorie de domination, il conviendrait de substituer celle de métabolisme universel de la nature et de rupture métabolique? J'y reviendrai, mais je voudrais juste d'emblée remarquer que la notion même de metabolic rift, je veux dire dans leur langue, présentée comme venant de Marx, ne se trouve en réalité pas telle qu'elle chez nous. Marx parlait, quant à lui, d'une rupture de l'équilibre d'une relation d'échange métabolique. Il parlait, je cite, d'une perturbation du métabolisme. Il ne parlait pas de rupture. Je cite dans le livre du Capital, la traduction Lefebvre Opus, page 565, Marx écrit: la production capitaliste perturbe le métabolisme, stört den Stoffwechsel, trouble le métabolisme. On pourrait appeler ça trouble dans le métabolisme. Entre l'homme et la terre, c'est-à-dire le retour au sol des composantes de celui-ci, usées par l'homme sous forme de nourriture et de vêtements. Ou encore, ça c'est dans le livre 3 du Capital, Marx écrit: la grande propriété foncière crée les conditions qui provoquent un hiatus irrémédiable dans l'équilibre complexe du métabolisme social composé par les lois naturelles de la vie. Donc, c'est quand même pas rompre un métabolisme et rompre un équilibre métabolique, c'est-à-dire perturber un cycle, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est juste un point de discussion avec les représentants du marxisme, enfin de l'éco-marxisme nord-américain. Bon, mais admettons,
admettant donc qu'il faille utiliser ces catégories de rupture métabolique. Mais alors, comment ne pas voir que de telles catégories sont au moins aussi abstraites et philosophiques que celles de domination? Il reproche à la catégorie de domination d'être abstraite et philosophique. À moins qu'il ne faille considérer ces catégories de métabolisme universel, de rupture métabolique, comme moins abstraites ou moins philosophiques, pour la raison qu'elles seraient formulées sur la base de connaissances issues des sciences de la nature. Mais ça serait quand même aussi négliger le fait que le concept de métabolisme universel a des origines philosophiques qui plongent dans la naturphilosophie de Schelling. Hein. C'est Jakob Mallenschott qui introduit le concept d'échange organique. Il fait ça en 1857 dans son livre qui s'appelle Der Kreislauf des Lebens, la circulation de la vie. C'est lui qui fait ce concept d'échange organique. Or, il se trouve que Jakob Mallenschott est un élève de Schelling. Donc, il y a des sources philosophiques qui disaient dans la naturphilosophie, qui n'est pas la philosophie de la nature la plus en odeur de sainteté, si je puis dire. C'est quand même de là que ça vient. Bon. Mais surtout, à mon avis, la liquidation de la catégorie de domination, son remplacement par les catégories que j'ai mentionnées, pourrait avoir le tort, en tout cas j'essaierai de montrer à mes yeux, de s'accompagner de l'occultation d'un double lien auquel les théoriciens de Francfort accordaient à juste titre, selon moi, une importance considérable. C'est le lien, d'une part, entre la domination de la nature et la domination sociale, et d'autre part, le lien entre raison et domination. Alors, on ne peut certes nier que dans les écrits récents des représentants actuels de la théorie critique, par exemple à Sélonet ou plus récemment encore chez Raed-Lévy, la dimension écologique, en effet, est absente ou presque. Les exceptions sont rares. Côté allemand, on peut quand même constater que Hartmut Rosa, pour parler encore d'une génération actuelle de théoriciens critiques, quant à lui, par exemple, dans son livre Résonance, il y a des développements écologiques intéressants. Il est par ailleurs aussi membre d'un groupe, d'un centre de recherche sur la décroissance à Iéna. Donc, il y a eu un volet écologique chez lui, mais c'est plutôt une exception dans le panorama des théoriciens critiques d'aujourd'hui. Et on peut s'étonner si on pense à Raed-Lévy, par exemple, qui a publié récemment un livre intitulé Fortschritt und Regression, progrès et régression. On peut s'étonner que ces catégories de progrès et de régression puissent être à nouveau considérées comme centrales pour la théorie critique, c'est ce que propose Raed-Lévy, mais sans que la première, la catégorie de progrès, soit questionnée à partir des limites écologiques que rencontre aujourd'hui toute perspective progressiste, et sans que la tentative soit faite de déconnecter l'un de l'autre la conception progressiste du social et le cadre productiviste qui a été le sien pendant très longtemps. En ce sens, il est étonnant que l'urgence de la crise écologique et surtout le fait établi du lien de celle-ci avec l'accélération proprement explosive du développement capitaliste des forces de production depuis les années 1950 ne conduisent pas davantage les théoriciens et théoriciennes critiques à redécouvrir pour se réapproprier les potentialités que recèle pourtant la tradition dont ils et elles héritent. Si on remonte pourtant un peu en arrière dans l'histoire de la théorie critique, on peut trouver une prise en compte très précoce de la crise écologique. Par exemple, je prendrai ceci comme exemple, chez Habermas. Dès 1973, dans Raison et légitimité, il examinait, dans un passage de ce livre, ce qu'il appelle les problèmes consécutifs à la croissance dans le capitalisme avancé. Et Habermas mentionnait au premier rang de ces problèmes celui de l'équilibre écologique. Il écrivait ceci, dans la traduction française, ça se trouve, page 65. Même en adoptant les hypothèses optimistes, on peut indiquer une limite absolue de la croissance. Il s'agit de la limite que représente la charge thermique qu'il est possible d'imposer à l'environnement, en liaison avec la consommation d'énergie. Si la croissance économique est nécessairement couplée avec une consommation croissante d'énergie, et si toute l'énergie naturelle transformée en énergie utilisable dans l'économie est finalement libérée sous forme de chaleur, la consommation croissante d'énergie doit avoir à la longue comme conséquence le réchauffement général. Dans l'état actuel des connaissances, on parvient à un intervalle de temps critique d'environ 75 à 150 ans, je disais Habermas en 73.
il se trouve que depuis, l'intervalle critique a considérablement été réduit. Ce texte de Habermas témoigne en plus d'une conscience nette de la spécificité propre au capitalisme dans la façon dont se manifeste pour lui en tant que mode de production la limite écologique à la poursuite de son développement. Habermas soulignait que le propre du régime capitaliste de production n'est pas de rencontrer une limite à l'extension de la forme que prend en lui le projet de maîtrise de la nature. Tout mode de production, capitaliste ou non, finit par rencontrer une telle limite. La forme que prend la limite change, mais le fait qu'il y en ait une est constant. Si on prend une société agraire, dont la photosynthèse est la principale source d'énergie, la croissance de sa population finirait par la contraindre, cette société, à affecter à l'agriculture une quantité de plus en plus grande de terre, au prix d'une déforestation qui priverait cette société d'énergie calorique et d'une diminution des pâtures qui la priverait d'énergie animale. Donc on voit bien comment une économie de ce type finirait aussi par rencontrer, si elle est portée par une croissance constante, rencontrer une limite. Ce qui change en revanche avec le mode de production capitaliste, c'est la manière dont, ce qui change entre modes de production, c'est la manière dont un système social productif, comme disait Habermas, écarte les périls écologiques. Et c'est là que se manifeste la particularité du mode capitaliste de production. Particularité mentionnée en les termes suivants par Habermas. Je cite de nouveau. Les sociétés capitalistes ne peuvent suivre les impératifs de limitation de la croissance sans abandonner leur principe d'organisation. Car la conversion de la croissance capitaliste spontanée et pseudo-naturelle en une croissance qualitative exige une planification de la production orientée vers les valeurs d'usage. Or, le déploiement des forces productives ne peut être décroché des impératifs de la production de valeurs d'échange sans violer la logique même du système. Autrement dit, le propre du mode capitaliste de production ne serait donc pas que la nature finisse par opposer une limite à la poursuite de son développement, mais qu'il lui soit impossible à ce mode de production de résoudre le problème que lui pose cette limite autrement qu'en abolissant son propre principe d'organisation et de développement. S'il n'est pas possible, en effet, de résoudre le problème posé par cette limite autrement qu'en convertissant la croissance capitaliste spontanée en une croissance qualitative, c'est-à-dire sans planifier le passage de la croissance quantitative à une décroissance également quantitative en termes de valeur, qui soit accompagnée d'une croissance qualitative en termes de valeur d'usage, c'est qu'il n'est pas possible d'affronter et de résoudre le problème en laissant inchangé le mode de production capitaliste et sans, comme disait Habermas, sans abandonner son principe d'organisation. Voilà qui témoigne d'une conscience étonnamment claire et précoce de la part de Habermas, non seulement de l'ampleur du défi que représente la crise écologique, mais aussi de son lien direct avec le mode d'organisation propre aux sociétés capitalistes, comme du fait que celles-ci n'ont pas les moyens de relever ce défi en restant elles-mêmes, donc sans rupture avec les modes de fonctionnement qui sont fondamentalement les leurs. Mais Habermas n'a pu lui-même former si précocement une conscience aussi vive de l'enjeu écologique que parce qu'il faisait fond sur une tradition pour laquelle la question du rapport entre la société et la nature s'était posée depuis longtemps. Certes pas encore sous la forme d'une réflexion portant sur la crise écologique, quoique il y a des indices qui vont déjà dans ce sens dans l'éclipse de la raison chez Horkheimer, lorsqu'il disait que, je cite, l'antagonisme de la raison et de la nature est dans une phase aiguë et catastrophique, qu'il qualifiait de crise permanente. Alors là, on est en 1946. Donc, mais ça prenait plutôt, donc, dans la condition la forme d'une réflexion prenant pour objet privilégié la domination exercée par la société humaine, en particulier quand elle est de type capitaliste, sur la nature. Jean-Baptiste Guiraud a récemment mis cette question au centre d'une relecture de l'œuvre d'Adorno, et je vous conseille la lecture de son livre intitulé Théodore Adorno, La domination de la nature, sorti chez Amsterdam en 2021, qui est un excellent ouvrage sur Adorno de manière générale, mais sur la question du rapport à la nature, et Adorno en particulier, c'est extrêmement clair. Donc, moi, je vais laisser un peu Adorno de côté, puisque ça vient d'être très bien fait par Jean-Baptiste Guiraud, et je parlerai davantage, vous verrez, de Horkheimer. Il est bien connu que la critique de la domination exercée sur la nature s'inscrit
chez Adorno et Horkheimer, dans le cadre d'une critique de la forme de rationalité promue par la Aufklärung, on appelle les Lumières en français. Il s'agit en l'occurrence de la forme de rationalité que Horkheimer définit comme subjective, en ce qu'elle est centrée sur l'ego. Tel est, selon le penseur de Francfort, le résultat du processus historique de la Aufklärung, à savoir, comment le formule-t-il, ce résultat, d'une part, l'individu purifié de tous les vestiges de la mythologie, y compris la mythologie de la raison objective, on peut peut-être trouver chez Hegel encore, le moi, l'ego abstrait, vidé de toute substance, je cite Horkheimer, vidé de toute substance, si ce n'est sa tentative de transformer toute chose sur la terre comme au ciel en moyen de conservation de soi. Ça, c'est d'une part, premier résultat de la Aufklärung, et d'autre part, une nature vide, dégradée en simples matériaux à dominer, et sans autre but que cette domination elle-même. Un tel moi, ou ego, vidé de toute substance, séparé de la nature, est un moi aliéné, c'est d'ailleurs, certes, moi qui dis, mais il se trouve que Horkheimer le dit aussi, employant le terme même de Enfremdung, vous trouvez dans la traduction française, c'est page 183, un moi aliéné, réduit à l'impuissance, ou plutôt un moi dont, au fond, toute la puissance restante n'est plus utilisée qu'au profit de son autoconservation, celle-ci passant par l'exercice d'une domination sans reste sur la nature dont il s'est lui-même séparé. Et c'est ainsi que, comme disait Horkheimer, d'une part, la nature a été dépouillée de toute valeur et de tout sens intrinsèque, et que d'autre part, l'homme a été dépouillé de toute espèce de but, sauf la conservation de soi, ce qui le conduit, disait Horkheimer, à transformer toute chose à sa portée en moyen subordonné à cette fin. Sous le règne de cette puissance austère appelée l'ego, en formule de Horkheimer, le rapport entre ce dernier, l'ego, et la nature ne peut être autre chose qu'un rapport de tyrannie. L'univers tout entier, disait encore Horkheimer, devient un instrument de l'ego, bien que l'ego n'ait aucune substance ni aucun sens, sauf dans sa propre activité illimitée. Tel est donc le principe régnant des sociétés modernes dans lesquelles la pulsion de domination sur la nature se renforce du dispositif de la domination sur les corps vivants et laborants, exercée sous la forme spécifique de la domination du capital sur le travail, point culminant de l'histoire des efforts de l'homme pour asservir la nature, en tant que cette histoire est inséparablement l'histoire de l'asservissement de l'homme par l'homme. Formule encore pour Horkheimer. Et si on précise que l'ego, Horkheimer dit qu'il apparaît comme lié aux fonctions de domination, de commandement et d'organisation. Si on ajoute donc que l'ego n'est pas un ego neutre, mais qu'il a été et est généralement plutôt occidental et plutôt masculin, on voit de quelle manière on peut trouver, dans un texte pourtant ancien représentatif de la théorie critique, non seulement de quoi penser la domination exercée sur la nature, mais aussi l'articulation de celle-ci avec les dominations de genre et de race. Mais si cela est possible, c'est parce que le propre de la théorie critique de la société est de n'avoir absolutisé ni la nature, ni la société elle-même, ni la nature elle-même, de sorte qu'elle n'a pas non plus fait de celle-ci, la nature, un critère ou une norme sur laquelle la société devrait se régler. Si dualisme de la société et de la nature il y a, il est vu par les théoriciens critiques comme un résultat, le produit d'une histoire qui a engendré une société dont la maîtrise qu'elle a de la nature se paye au prix d'une séparation d'avec la nature, dont les conséquences ont été que la maîtrise a fini par prendre les formes de la domination, de l'exploitation et de la tyrannie exercée sur la nature et sur l'ensemble des vivants, humains comme non humains. Le dualisme n'est donc pas premier, mais l'unité non plus. Il n'y a pas d'unité première de la nature et de la société dont on devrait cultiver la nostalgie. Selon Horkheimer, en effet, je le cite, on ne peut nier le dualisme de la nature et de l'esprit en faveur de leur prétendue unité originelle. On ne peut faire machine arrière aux tendances, machine arrière aux tendances historiques réelles reflétées par ce dualisme. Faire cela, faire machine arrière, ce serait
nier la réalité du processus historique dont le dualisme nature-société est le résultat, et ce serait tenter de sortir de la présente situation par un coup de force impuissant, formule Durkheim. Pas de monisme donc, quel qu'il soit, ni de la nature, ni de la société. Les deux revenant d'ailleurs au même, dès lors que toute espèce de monisme philosophique sert à fortifier l'idée de la domination de l'homme sur la nature. Poser l'unité, c'est toujours et encore vouloir dominer, même quand on pose que l'unité est celle de la nature, même donc quand on promeut un monisme naturaliste, puisqu'on ne peut le faire à chaque fois qu'en oubliant que c'est l'esprit qui conçoit le primat de la nature, et donc que c'est toujours depuis la société qu'on affirme le primat de la nature. Mais cela revient-il pour autant à promouvoir un dualisme strict, posant l'extériorité réciproque et la séparation réelle de la nature et de la société? Évidemment non, puisqu'un tel dualisme ne pourrait que porter le stigmate de la domination exercée sur la nature. On a vu qu'on ne peut ramener les deux pôles à un principe moniste. En ce sens, le dualisme est inévitable, mais à la condition d'ajouter, ce que faisait Horkheimer, que la dualité de la société et de la nature doit, dans une large mesure, être comprise comme un produit. Comprendre donc le dualisme comme un résultat exige de le comprendre comme une forme parmi d'autres que peuvent prendre les rapports entre la société et la nature. C'est donc qu'il faut comprendre à la fois la séparation et la relation réciproque, formule Durkheim, de la nature et de la société. Le dualisme de la société et de la nature est ainsi la forme historique sous laquelle une société configure son propre rapport à la nature quand elle verse dans l'illusion de pouvoir en tant que société se développer indéfiniment en dominant et en exploitant la nature le plus complètement possible. Mais un tel rapport, se pensant illimité, de domination sur la nature, est encore lui-même un rapport social et historique déterminé à la nature, rapport à la nature qui, en tant que rapport, est la contestation en acte du dualisme de la nature et de la société comme de deux substances extérieures l'une à l'autre. Ce qui est premier, ce sont donc les rapports, en l'occurrence les rapports d'interaction, d'action réciproque entre nature et société, comme entre deux termes dont aucun des deux n'est réductible à l'autre. Dire qu'il ne peut exister de société humaine sans nature ne signifie pas pour autant que les sociétés humaines ne seraient que des modalités ou des modifications de la nature elle-même. Cela signifie qu'il ne peut exister de société humaine qui ne se tienne pas dans un rapport continuel et constant avec la nature, selon une formule qui était d'ailleurs déjà celle de Marx dans le manifeste de 40 ans. La séparation entre la société et la nature et la domination de la première sur la seconde étant elles-mêmes encore des formes de rapports, même si ce sont des rapports négatifs et engendrant des effets destructeurs. Poser qu'il n'est pas de société qui puisse exister sans rapport avec la nature, c'est accorder quelque chose au naturalisme. C'est même dire, ce formule de Horkheimer, que le naturalisme n'est pas complètement dans l'erreur, au sens où c'est accorder que toute société possède dans la nature sa base matérielle, sans laquelle elle ne pourrait ni subsister, ni se conserver. Et c'est dire aussi que toute absolutisation du social, tout projet d'émancipation de la société à l'égard de la nature ne peuvent qu'être illusions et purs fantasmes dont le résultat pourrait bien être au contraire la régression, consistant pour une société à se modeler sur la simple nature qu'elle prétend absorber ou même créer. En d'autres termes, ce qui existe réellement, ce n'est ni une nature incluant en son sein la société comme une partie ou une modalité d'elle-même, ni une société instituant à partir d'elle-même une nature qui lui serait entièrement relative, puisque ne valant comme nature que pour elle. Ce qui existe réellement, c'est toujours un mix de social et de naturel, fait et constitué des rapports tissés entre l'un et l'autre, et qui peut être soit à dominante naturelle, dans le cas des sociétés de chasseurs-cueilleurs, des sociétés agricoles, soit à dominante historico-sociale, dans le cas des sociétés industrielles, plus encore dans celui des sociétés industrielles capitalistes. Les sociétés humaines ne résultent donc pas de la nature, elles viennent en plus, elles ajoutent quelque chose à la nature qui n'y était pas et qui n'y serait pas sans elle. Elles sont ce que Hegel appelait une seconde nature, c'est-à-dire
un monde existant tout aussi objectivement que la première nature, mais ajouté à elle et devant forcément entretenir des rapports avec elle. Mais inversement, la nature ne résulte pas non plus des sociétés humaines, elle n'en est pas le produit, et elle n'est donc pas une construction sociale. Aussi, Horkheimer pouvait-il affirmer à la fois qu'assumer une dualité ultime entre nature et société est inadmissible et qu'on ne peut ramener les deux pôles à, et il pouvait affirmer en même temps qu'on ne peut ramener les deux pôles à un principe moniste, ni réduire l'un à l'autre. Cela ne peut rien vouloir dire d'autre, sinon que leur dualité doit être comprise comme un produit et que les deux entités ne sont analysables et compréhensibles qu'à partir du type de rapport qu'elles entretiennent l'une avec l'autre. Reconduire la société et la nature à un principe moniste, ce serait nier que l'une et l'autre n'existent qu'à être en rapport l'une avec l'autre. Réduire la société à la nature, ou inversement la nature à la société, ce serait reconduire la domination de l'un des termes sur l'autre, et en définitive, toujours la domination du même terme sur l'autre, à savoir celle de la société sur la nature, puisque c'est toujours depuis la société, comme je le disais tout à l'heure, qu'un éventuel primat de la nature peut être posé. Mais poser une dualité ultime entre nature et société n'est pas possible non plus, puisque ce serait à la fois nier les rapports qu'elles entretiennent inévitablement l'une avec l'autre, et surtout s'empêcher de concevoir que la dualité ne peut précisément pas être absolue parce qu'elle est toujours historique, parce qu'elle ne peut exister que comme le résultat historique d'un processus de séparation entre société et nature, grâce auquel la première se place en position de domination par rapport à la seconde. On retrouve ici le sens de ce que Marx avait exprimé, notamment dans les Grundrisse. Je cite Marx dans les Grundrisse, il écrivait ceci: ce n'est pas l'unité des hommes vivants et actifs avec les conditions naturelles inorganiques de leur échange de substances avec la nature, ni par conséquent leur appropriation de la nature qui demande à être expliquée ou qui est le résultat d'un procès historique, mais la séparation entre ces conditions inorganiques de l'existence humaine et cette existence active, séparation qui n'a été posée comme séparation totale que dans le rapport du travail salarié et du capital. Vous trouvez ça dans la traduction de Lefebvre, comme 1, page 426. Ce qui en effet est le résultat d'un procès historique, c'est la séparation entre la société et les conditions objectives de son existence existant dans la nature. C'est de cette séparation, de cette dualité non pas donnée ni originelle, mais produite et engendrée, qu'il faut rendre compte. La théorie critique n'est donc ni un naturalisme qui réduirait la société à la nature, ni un constructivisme pour lequel il n'y aurait de nature que relative à ce qu'une société donnée considère et construit comme nature. Mais elle ne promeut pas non plus un dualisme qui séparerait nature et société comme deux substances et se contenterait de les juxtaposer l'une à l'autre. La théorie critique, de ce point de vue-là, est un interactionnisme entre nature et société, au centre duquel se trouve la considération du type de rapport à la nature qu'une société donnée instaure et la considération des conséquences de ces rapports sur la nature, autant que des effets produits en retour par la nature sur la société, du fait même des rapports instaurés avec la première par la seconde. Dans la mesure où Horkheimer réfute le dualisme nature-société, on pourrait penser qu'il échappe à ce que Descola appelle naturalisme, entendant par là l'idée selon laquelle, Descola, les humains sont distribués au sein de collectifs différenciés par leur langue et leurs mœurs, les cultures, excluant ce qui existe indépendamment d'eux, la nature. Mais comme un interactionnisme ne peut fonctionner sans qu'on doive poser la distinction des termes entre lesquels on dit qu'il y a interaction, la position de Horkheimer relève, à mon avis, quand même bien du naturalisme au sens de Descola, c'est-à-dire au sens d'une position gouvernée par le postulat que le monde peut être distribué entre deux types de réalités dont il s'agit de montrer l'interdépendance de Descola. On pourrait certes dire que ce qui est premier chez Horkheimer, ce ne sont pas les termes mis en rapport, mais les rapports eux-mêmes. Dans la mesure, en effet, où Horkheimer estime qu'on ne peut comprendre une société qu'à partir des rapports qu'elle entretient avec la nature, on peut dire qu'il y a bien, selon lui, une priorité au point de vue de la connaissance des rapports sur les termes du rapport. Sauf que quand le rapport en question est un rapport de domination, il semble qu'on soit bien obligé
de penser que ce rapport est posé comme tel par l'un des deux termes de la relation. Quoi qu'il en soit, en l'occurrence la société, quoi qu'il en soit, l'idée d'un axe qui mène d'une culture totalement naturelle à une nature totalement culturelle relève de toute façon aussi du naturalisme tel que Descola le définit. S'agissant de la société et de la nature, insiste Horkheimer, je cite encore, il faut comprendre à la fois la séparation et la relation réciproque entre elles. S'il y a donc quelque chose de construit, ce n'est pas la nature elle-même, c'est le rapport social à la nature. Et si une société quelconque serait bien en peine de construire la nature elle-même, elle construit en revanche bel et bien à chaque fois le type de rapport qu'elle entretient avec la nature. L'ensemble déterminé de rapports sociaux en quoi consiste une société engage ainsi toujours en même temps une forme déterminée de rapport social à la nature. Et c'est aussi ce qui fait qu'une société peut être soumise à la critique, non pas seulement sous l'angle du type de rapports sociaux qu'elle tisse avec la nature, du type de rapports sociaux qu'elle instaure entre les acteurs et les actrices, mais aussi sous l'angle du type de rapports sociaux qu'elle tisse avec la nature, avec la terre, avec les milieux, les ressources et les vivants. Même si l'usage que je viens de faire du terme tisser pourrait le laisser croire, il est clair que le tissage, le nouage des rapports entre société et nature dont je parle ici ne relève pas de ce que Jason Moore baptise le terme de toile web, entendant par là, à la suite de Descola, l'enchevêtrement et l'interpénétration des humains avec le reste de la nature. La limite du paradigme de la double internalité propre à Moore est sa difficulté à penser, à mon avis, la spécificité d'un rapport social à la nature, toutefois un rapport de domination. C'est le prix à payer pour la récusation de toute forme de validité du dualisme, y compris comme produit et résultat d'un procès historique. C'est bien pourquoi l'idée de domination de la nature ne relève pas, selon Adorno et Horkheimer, d'un usage métaphorique par transfert et application à la nature d'une catégorie, la domination, dont l'usage propre serait en réalité réservé à la société et aux rapports intrasociaux. Le rapport sous lequel la nature et les naturalités qui la composent sont réduites à de simples objets est le même, c'est le même rapport que celui qui fait de l'homme, comme disait Horkheimer, un objet de traitement et, en fin de compte, un être qui dépend de dirigeants plus ou moins bienveillants. Pour peu qu'on veuille bien admettre, ce qui, à mon avis, est la thèse fondamentale de la théorie critique, que les rapports sociaux, en tant que rapports non pas de simple action réciproque, mais de complémentarité réciproque entre acteurs humains, sont, ou plutôt devraient être, l'élément de réalisation de la raison, on admettra aussi que les rapports sociaux de domination sont des rapports témoignant de ce que Horkheimer appelait une maladie de la raison, ou encore de ce que Horkheimer appelle son dérangement, Si la théorie critique est une autocritique de la raison, c'est bien en ce qu'elle s'assigne une fonction thérapeutique. Il s'agit de guérir la raison de cette maladie, le rétablissement des liaisons dépendant de la connaissance de la nature de la maladie originelle de la raison. C'est le terme d'Horkheimer. Or, cette connaissance passe par la reconnaissance, par la raison, de son propre ancrage dans la nature, de son lien originaire avec l'instinct d'autoconservation qui entraîne lui-même la tendance à la domination. Il s'agit pour la théorie critique de parvenir à provoquer une réflexion de la raison sur elle-même, car, disait Horkheimer, la raison ne peut réaliser ce qui est raisonnable en elle que par la réflexion sur la maladie du monde telle qu'elle est produite et reproduite par l'homme. C'est en définitive, au fond, l'oubli de sa propre inscription originelle dans la nature qui conduit la raison, se croyant séparée et étant par là même aliénée de la nature, à se transformer en un instrument de domination de la nature humaine et extra-humaine par l'homme. Et c'est pourquoi, disait Horkheimer, la sujétion de la nature régressera vers la sujétion de l'homme et vice-versa, aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas sa propre raison et le processus de base par lequel il a créé et maintiendra l'antagonisme qui est sur le point de le détruire. Comprendre sa propre raison, c'est donc d'abord la comprendre à l'inverse
de sa conception d'elle-même désormais prépondérante, voire hégémonique, à savoir comme séparée de la nature. C'est évidemment cet état de séparation qui lui permet à la raison, en situation à la fois d'extériorité et de surplomb, d'exercer sa domination sur la nature. Comme résultat final de ce processus, disait Horkheimer, on obtient d'une part le moi, l'ego abstrait, l'idée de toute substance, et d'autre part, j'ai déjà cité ce passage, une nature vide, dégradée en simple matériau, à dominer, et sans autre but que cette domination elle. Tout le paradoxe est au fond que cette domination est en définitive une impuissance, ce que souligne dans la citation précédente les expressions de vide de toute substance et d'abstraction. Cette façon de voir les choses, qui était celle d'Horkheimer au sortir de la guerre, est restée très prégnante dans l'école de Francfort. En témoigne notamment encore un texte bien plus tard. Le dernier texte qu'Adorno ait préparé pour l'édition avant de mourir et qui fut effectivement publié en 1969. Il s'agit de l'introduction à la querelle du positivisme au sein de la sociologie allemande. Adorno commençait par souligner ce que le sujet a gagné à sa propre séparation d'avec l'objet, c'est-à-dire d'avec la nature. Et il disait ceci, dans la mise à distance du sujet par rapport à l'objet, le sujet avait échappé à la surpuissance réelle de l'objectif. Sa domination était celle d'un plus faible sur un plus fort. Sinon, l'auto-affirmation de l'espèce humaine n'aurait peut-être pas été possible. Le processus de l'objectivation scientifique ne l'aurait certainement pas été. La séparation du sujet, donc de l'ego à l'égard de la nature, a donc bien été le moyen grâce auquel l'ego générique humain a pu, depuis sa position en extériorité, à la fois dominer la nature sur le plan pratique et en faire l'objet de la connaissance théorique. Mais par là se mettait aussi en action un processus qui devait à terme se retourner contre le sujet. Et c'est Adorno, plus le sujet s'approprie violemment les déterminations de l'objet, plus il sait pour sa part, sans en avoir conscience, fait objet. C'est là l'archi-histoire du Urgeschichte de la réification de la conscience. Si le premier moment de la séparation du sujet peut être décrit comme ayant été celui de l'aliénation par laquelle l'objectivité lui est devenue étrangère, le second moment est celui de la réification, consistant en ce que la domination que le sujet exerce sur l'objectivité dont il s'est lui-même séparé se retourne contre lui-même et, en s'exerçant désormais sur lui, le transforme le sujet à son tour en objet. Dès lors que le sujet transforme toute chose en objet à dominer, il n'y a en effet aucune raison qu'il s'arrête en si bon chemin et qu'il ne finisse pas par se traiter lui-même comme objet. À travers les mailles s'échappe ce qui, de l'objet, n'est pas à la mesure de l'idéal d'un sujet étant pour soi, pur, extérieur à sa propre expérience vivante. Adorno. Tout ce qui ne se plie pas à une telle domination exercée depuis l'extérieur disparaît. Et cela vaut aussi du sujet lui-même. Tout ce qui, en lui, dans le sujet, ne se plie pas à la domination par lui-même comme pur sujet est évacué, de sorte qu'il ne reste plus du sujet que ce qui est susceptible d'être dominé et donc d'être en fait objet ou réduit à l'état d'objet et de matériau à dominer. L'abstraction et la vacuité du pur sujet maître et dominateur de toute objectivité se renversent en objectification et réification du sujet lui-même, de sorte qu'il ne subsiste plus de lui que le support inerte de sa propre domination. Je cite Adorno, la subjectivité a éliminé en elle-même tout ce qui ne se plie pas à l'univocité et à l'identité de sa prétention à la domination. La subjectivité évacue d'elle-même tout ce qui ne se plie pas à sa propre domination comme pure subjectivité. Et cette évacuation a pour résultat un pur objet. Dès lors, ce sur quoi la critique doit porter n'est pas ce fait de l'objectification, de la réification du sujet. Ce à quoi la critique doit nous permettre d'accéder, c'est à la compréhension de l'origine du processus, dont le résultat est la réification du sujet.
Or, cette origine, c'est la séparation du sujet à l'égard de l'objectivité et de la nature. C'est l'acte par lequel il s'est posé en tant que sujet, comme le tout autre de l'objectivité et de la nature. Par cet acte, disait encore Adorno, la subjectivité qui, en vérité, est toujours aussi objet, ne s'est pas moins réduite que les objets. Autrement dit, l'acte par lequel il a fait de lui-même un pur sujet et de la nature l'objet d'une domination illimitée est aussi l'acte à la suite duquel l'ego a oublié ou refoulé la dimension de son être en vertu de laquelle il n'est précisément jamais purement sujet, mais toujours aussi objet. Ce qui est ainsi perdu, c'est la conscience de ce qu'un ego, tout sujet qu'il soit, demeure toujours aussi ce que Marx appelait un Naturwesen, un être naturel, de sorte qu'était également perdue la conscience de ce que la raison ne peut avoir d'ancrage réel nulle part ailleurs que dans la nature elle-même. À l'inverse, le capitalisme est le mode de production qui met en scène une subjectivité d'autant plus rationnelle et une rationalité d'autant plus subjective qu'elle est davantage coupée du monde, séparée de la terre. Cette coupure et cette séparation étant les conditions même de l'exercice de la domination de cette subjectivité sur la terre et la nature. C'est ce que Eva von Redeker redit à sa manière en posant que, je la cite, cette manière de se détourner du monde en plongeant dans l'indifférence à l'égard de la matière est littéralement cimentée dans le procédé qui nous permet de nous maintenir par la maîtrise objective de la chose. Une telle maîtrise objective est ainsi le fait d'une subjectivité sans monde, d'une subjectivité qui se pense d'autant plus absolue et dominatrice qu'elle est justement sans monde et qui ne peut voir que cette privation de monde qui la caractérise signe en réalité son impuissance. Aussi, Adorno pouvait-il écrire dans la dialectique négative, cette fois, je trouve, que le sujet absolu ne peut s'extraire de son empêtrement. Les liens qu'il voudrait arracher, ceux de la domination, ne font qu'un avec le principe de la subjectivité principale. Face à cela, les stratégies critiques sont certainement plus nombreuses, et heureusement, plus nombreuses qu'on ne le croit. Mais il en est une qui, à mon avis, mériterait d'être explorée. Je finirai là-dessus. C'est celle qui, à l'arrogance d'une subjectivité qui se croit d'autant plus dominante qu'elle est séparée de la Terre, c'est donc la position qui oppose à cela qu'il n'y a pas de mode de production plus au fond, plus terrestre, plus profondément enraciné dans les entrailles même de la Terre, et donc en réalité moins séparé d'elle que le mode de production capitaliste. Le capital, ça c'est Andreas Malm qui l'écrit, le capital est attaché à une quantité de terre toujours plus importante dont il absorbe les contenus à un rythme toujours plus frénétique pour les mettre en circulation. Fin de citation de Malm. Il faudrait donc lever le voile, citation d'Adorno, sur le fait suivant. Les figures d'une subjectivité sans monde, détachée de la terre et d'une raison séparée de la nature, qui accompagne le capitalisme depuis le début de son développement, cache en réalité un mode de production qui se trouve dans une dépendance à la terre à un degré qu'aucun autre mode de production n'a jamais connu. Le capitalisme est de façon non pas accidentelle, mais essentielle, un extractivisme. Or, il n'y a évidemment pas d'extractivisme possible sans un rapport à la terre qui, en l'occurrence, prenne la forme d'un rapport d'absorption de contenus terrestres, carburants, minerais, qui sont ensuite jetés dans le processus de production pour y permettre la valorisation du capital. Contre l'image d'une société capitaliste qui réaliserait ou qui aurait réalisé le miracle de pouvoir subsister en étant hors sol, ou qui pourrait vivre et se reproduire en étant séparée de la terre, il faudrait donc montrer non seulement qu'aucune société n'a jamais été aussi dépendante de la terre que la société capitaliste, mais aussi qu'en étant ainsi dénié et refoulé, quand il n'est pas transformé en son contraire, ce caractère foncièrement terrestre du capital ne peut que prendre la forme totalement pathologique du pillage pur et simple de la terre jusque dans ses entrailles et bientôt jusqu'au fond des abysses marins.
sans une extension spatiale des marchés sur toute la surface de la Terre, donc sans la colonisation, et sans une extension concomitante sous la surface et dans les profondeurs de la Terre à la recherche des carburants fossiles et des minerais, il n'y aurait pas eu de développement possible du capitalisme. C'est la raison pour laquelle les sociétés caractérisées par ce mode de production sont les premières sociétés qui, dans l'histoire humaine, ont pris, au fond, une dimension proprement géologique. L'alternative, donc, à laquelle, à mon avis, je finirai là-dessus, la théorie critique fait désormais face, n'est plus tout à fait socialisme ou barbarie, mais le capital ou la terre. Le choix de la seconde, la terre, n'apportera peut-être pas le socialisme, mais le choix du premier, le capital, conduira assurément à la barbarie. Je vous remercie. Ça va? On a un cinquantaine de minutes sur le débat. Je pense qu'il y a la question et aussi s'il y a des questions sur Zoom, on peut les poser. Moi, j'aurais une question peut-être un peu insecte à votre propos. Vous avez comme intervention pour l'ouvrage de Jean-Baptiste qui vient de paraître. Je pense en fait en intervention dernière. Vous avez cité ces passages étonnants de 73 de Habermas où de penser à la centralité d'une catégorie comme celle de la nature richique à la Magnanine. Ça ne fait pas de doute que l'intérêt pour la nature de la première jusqu'au jeune Habermas est absolument déterminante. Et c'est tout à fait étonnant enfin, d'y réfléchir au fait qu'au fil des générations, troisième et quatrième, il y a un intérêt qui est inversement proportionnel à la centralité que les débats écologiques ont dans les sciences sociales, humaines, dans l'espace public. Du coup, c'est très massif, mais je me demande, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette dyscrasie-là, c'est-à-dire le fait que, du point de vue philosophique, la référence au marxisme est de plus en plus estompée, le fait que il y a de moins en moins de tentatives d'élaborer une théorie du capitalisme. Est-ce que cette raison, enfin, je peux dire un petit peu. Oui. Vous écoutez là-dessus, ce n'est pas l'objet du. Vous connaissez bien aussi. Oui, oui, je ne sais pas si j'ai une réponse. En tout cas, c'est une excellente question. Et elle s'appuie sur un diagnostic tout à fait exact. Hein. Effectivement, d'ailleurs, au-delà de ce texte de 73 de Habermas, c'est vrai que dans son œuvre à lui-même, hein, sans même passer à Honnête, etc., cette question de dimension écologique, la dimension écologique va avoir de cesse de s'estomper. Il n'y aura plus de texte aussi clair que celui que j'ai cité. Hein. Après, il parlera de temps en temps des animaux, de la question animale, des fois des choses sur l'interaction avec les animaux, etc., d'un point de vue moral. Hein. Mais rien de sérieux, disons, sur le plan de la écologie. Hein. Alors, pourquoi vous avez mentionné quelques raisons qui à mon avis, sont valables. Hein. Déjà, dans ce que vous avez dit me paraît juste, hein, l'éloignement de la référence à Marx, les distances prises avec, de plus en plus grandes avec le marxisme historique. Il y a aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire que la perte de vue, disons, enfin, oui, de la dimension de critique du capitalisme, des rapports sociaux de production de type capitaliste. C'est quelque chose de très visible dans la phase durant laquelle Axel Honneth dirigeait l'Institut de Francfort, parce que quand il avait publié au début des années 2000 un texte qui servait un peu de programme de ce qu'il voulait faire de l'Institut, bien qu'il avait utilisé le terme de paradoxe, hein, paradoxe du capitalisme.
on voit bien que c'est un euphémisme, c'est pour ne plus dire contradiction. Hein, donc il y a des paradoxes. C'est moins grave. Hein, c'est moins grave qu'une contradiction. Voilà. Donc c'est sûr que cet éloignement de l'horizon marxien, marxiste, il est pour quelque chose. Et puis, et ça vient de Habermas déjà, et vous avez très justement aussi dit que là, ce dont j'ai parlé, c'est encore le jeune Habermas, c'est celui d'avant la théorie déjà communicationnelle. Hein. Mais justement, le Habermas d'après est centré au fond sur l'interaction sociale. Hein, et c'est là que Renet reprendra les choses. S'installant lui aussi dans l'élément des interactions sociales entre acteurs sociaux. Mais ces interactions sociales sont considérées comme déconnectées. Enfin, la question porte sur leur sens, sur leur modalité, etc. Mais elles sont déconnectées de tout rapport à un environnement naturel, à une nature qui n'intervient en aucun sens, comme si ce centrage sur l'interaction sociale, hein, sur les interactions sociales entre ce qu'on dit une intersubjectiviste, on veut pour faire court, hein, qui deviendra quand même la reconnaissance chez Honneth, comme si ce déplacement de ce côté-là avait coupé tout lien avec le soubassement naturel des interactions sociales. Mais c'est à discuter, hein, il y a peut-être d'autres hypothèses d'explication, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est vraiment mais bon, mettons à part le cas de Rosin, chez qui il y a quand même un retour peut-être simplement dû au changement de zeitgeist, hein, de l'air du temps, hein, qui fait que la crise écologique est tellement omniprésente qu'il est peut-être forcé d'en parler. Hein. Enfin, de fait, il en est davantage question chez lui que chez Axel Honneth. Hein. En résonance, il y a quand même des chapitres assez intéressants sur la question des rapports société-nature. C'est un peu mieux. Mais Ray Lévy, par exemple, ces derniers textes, il n'y a rien sur la matière de réflexion écologique. Rien. Et je vous dis, elle réutilise le terme de Fortschritt, progrès, sans se rendre compte qu'il y a quand même un problème. C'est quoi, enfin, quel progrès, comment le penser de telle sorte qu'il ne soit pas de nouveau associé à la perspective productiviste et que par progrès, on n'entend pas le développement indéfini des forces de production avec les dégâts que ça occasionne lorsque ces forces de production se développent dans des rapports sociaux. Mais ce n'est pas interrogé. Donc c'est pris comme progrès social. Mais est-ce que le problème, c'est que le progrès social, très bien, si on entend par là, je ne sais pas, tout ce qui a été développé ces 30 dernières années, les conquêtes sociales de la guerre, on a parlé de progrès social, mais il faut quand même constater que cette phase de progrès social, elle a aussi été contemporaine du développement exponentiel des forces productives capitalistes, de la grande accélération des années 50-60, qui a fait exploser tous les graphiques de production de CO2, de déchets de toutes sortes, etc. Tout explose dans les années 50-60, c'est-à-dire précisément en pleine phase aussi de progrès social. Donc, il faut interroger le fait que les deux étaient connectés et donc promouvoir comme le fait Ray Lévy, la notion de progrès, on pense comme progrès social, sans s'interroger sur le lien de ce progrès avec les forces productives, ça peut poser un problème dans le contexte d'aujourd'hui. Il y a un point qui m'intrigue un petit peu, et c'est le suivant. Vous avez parlé beaucoup de dualisme nature-société, mais chez Adorno Horkheimer, quelle est la relation entre ce dualisme nature-société et les dualismes qui mettent à la base du passage
de l'aura, de l'œuvre d'art, de son authenticité au développement de l'industrie culturelle. Il y a sûrement un... Je n'ai pas réfléchi à ce point précis. Il est tout à fait probable qu'il y ait un lien, c'est même sûr. Je pense que déjà, comment dire, la forme pathologique du dualisme nature-société prise dans le développement des sociétés capitalistes, une forme pathologique du dualisme au sens où la société se met à se penser indépendante de la nature, sans plus aucun rapport avec elle. Et donc, ce qui permet aussi l'emprise et la domination. C'est sûr que cette course-là, historiquement, aboutit non seulement, évidemment, à un développement de la production industrielle, mais aboutit aussi à une nature qui n'a plus aucune aura. C'est ce que je disais tout à l'heure dans un passage d'Adorno, ça aboutit à une nature qui est réduite à une pure objectivité, un pur matériau. En référence d'ailleurs, c'est quelque chose que Marx avait aussi dit déjà dans les Grundrisse. Mais c'est intéressant parce que c'est un passage des Grundrisse dans lequel Marx crédite le développement du capitalisme d'avoir réduit la nature à n'être plus qu'un objet, sans aura. Il n'y a plus de mythe, etc. Il n'y a plus qu'une objectivité qu'on peut mesurer, découper, en gros, dont on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et donc ça, c'est un passage assez productiviste de Marx, comme il y en a beaucoup, notamment dans les Grundrisse, il y en a encore beaucoup, c'est même dominant, à mon avis, par rapport au capital, mais c'est un passage où il faut créditer le capitalisme qu'il faut, c'est d'avoir réduit la nature à ne plus être qu'un objet utilisable. Et ça, c'est la nature sans aura. Si on revient à la théorie critique, donc on voit bien que cette perte de l'aura, qui est conçue comme une perte du point de vue des théories scientifiques, est inséparable du développement de la société capitaliste industrielle sous la forme prise par ce développement comme étant une coupure croissante entre la société et la nature. Bon, je ne sais pas si ça répond. Oui. Il y a un parallélisme. Oui, tout à fait. Une question sur le concept de domination. Oui. Dans les textes que vous avez commentés, est-ce que on se contente d'opérer une translation de l'acception sociale de la domination, en termes de subjugation, de subordination, etc., ou est inclus aussi dans le concept de domination sa dimension technoscientifique de maîtrise, au sens où on domine son sujet. Il se trouve chez Marx, c'est cette double acception qui rend compte de la complexité de la position de Marx vis-à-vis de l'idée de dominer la nature. Il y a des résonances cartésiennes aussi de la logique de Marx. Mais est-ce que les Francfortois, eux, se contentent de traduire sur le plan de la nature ce qu'on entend par domination sociale, telle que eux le théorisent dans l'ordre de la société? Je serais tenté de dire oui. C'est-à-dire que d'abord, ils utilisent le même terme. Déjà, on a raison, en français, c'est Herrschaft. Et en fait, l'incidence, alors, c'est l'exception. Leur idée, au fond, et ça, c'est peut-être vraiment c'est vraiment une particularité, c'est quelque chose de central pour Horkheimer et Adorno, c'est que l'exercice, la domination sociale, donc des sociétés fonctionnant à la domination, classe dominante, classe dominée, pas que, genre dominant, genre dominé, parce que c'est présent dans les textes. C'est pas une invention après coup. Bref, leur idée centrale, c'est que la domination sociale s'accompagne de la domination de la société sur la nature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'une de l'autre. Une société caractérisée en son sein par des rapports sociaux de domination est une société dont le rapport à la nature est un rapport de domination. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut dire que c'est un transfert
l'usage social ou sociologique ou politique en termes de domination à la nature. Alors après, la différence avec Marx aussi, peut-être, c'est dans le diagnostic de départ. C'est-à-dire que dans les textes des années 30, on le voit bien, peut-être encore plus chez Horkheimer qu'Adorno, mais Horkheimer part au fond de l'idée que la domination de la nature, au sens que vous disiez, c'est-à-dire en un sens cartésiano-béconien, Aufklärer, etc., enfin, c'est-à-dire la domination de la nature au sens à la fois de connaissance de ses lois et de la possibilité donc d'anticiper sur les phénomènes naturels, voire de les canaliser. Si on entend par là cette maîtrise de la nature, domination au sens de cette maîtrise, le diagnostic d'Horkheimer, c'est qu'au fond, c'est fait. C'est-à-dire que la société humaine, au stade de développement atteint par les forces productives, maîtrise suffisamment la nature. C'est-à-dire qu'il pense, alors que Marx ne pouvait pas le penser à son époque. Il pensait qu'il y avait encore des gains possibles. En fait, non seulement ça, mais il attendait énormément du développement de la chimie, etc., la chimie organique. Et ça, la différence, c'est que, bon, c'est peut-être l'écart temporel, les autres qui expliquent ça, mais on voit bien dans les textes des années 30 que Horkheimer part de l'idée qu'au fond, les forces productives capitalistes sont suffisamment développées, que la maîtrise de la nature est suffisante pour que la société humaine s'occupe d'autre chose. C'est-à-dire pour que, par exemple, elle s'occupe du bien-être du plus grand nombre d'êtres humains dans la société humaine. C'est-à-dire qu'elle mette fin au scandale de la misère, la pauvreté, des injustices, l'inégalité, etc., de la faim. Toutes ces questions-là, au fond, l'idée, c'est toujours que voilà, on est à un stade suffisamment développé de la maîtrise de la nature et des forces productives pour qu'on puisse enfin, au fond, passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire produire du bien-être humain dans la société. Au lieu de se consacrer à d'autres choses. Alors à l'époque, il prenait l'exemple, je pense vraiment au texte du milieu des années 30, le surarmement. Mais pour lui, c'est un scandale que les sociétés, à leur stade de développement, gaspillent leur force, leur puissance à produire des armes de destruction, alors que l'humanité continue de mourir de faim. Ils ne donnent pas manger suffisamment. Donc, il faudrait transférer, mais il n'y a pas besoin de développement supérieur des forces politiques. Alors que Marx, lui, attendait que ça continue. J'ai deux questions. La première est dans cette relecture des textes, la théorie critique, quelle est la place de l'État, c'est-à-dire quel est le rôle de l'État dans le pillage de la nature, dans la déstabilisation des interactions entre société et nature, tout en considérant que l'État, dans les années 50-60, et l'État fordiste, l'État du welfare state, est l'État qui a peut-être dans l'histoire de l'État moderne opéré le maximum de redistribution de la richesse, mais en même temps le maximum de pillage de la nature, d'extractivisme. Si on voit les données, les modélisations du GIEC, c'est la période fordiste, c'est-à-dire la période de la croissance économique et de la redistribution sociale, c'est la période où la courbe c'est la partie la plus aiguë de la courbe, de la montée de la courbe. Et donc, voilà, quelle est la question de l'État? Je dis ça parce que il y a un débat, même aujourd'hui, sur la question de l'État, notamment les positions de Moore et de Malm que vous avez évoquées ne sont pas du tout convergents sur la question de l'État. Andreas Malm, il considère l'État comme un levier
pour penser une sorte de nouvelle résistance au capitalisme. Et Jason Moore, je ne sais pas s'il s'est exprimé précisément sur la question de l'État, mais je le vois plutôt du côté des mouvements sociaux, c'est-à-dire il valorise beaucoup la via campesina et tout ce qui concerne les mouvements, les luttes pour l'appropriation de la terre, pour une appropriation non appropriative de la terre. Et donc, voilà, la question de l'État, à mon avis, c'est assez important. Deuxième question liée à la première, c'est comment penser la résistance, c'est-à-dire que la résistance à la domination de la nature, ou bien la question qui est dans la pensée marxiste et marxienne est la question de la lutte de classe, c'est-à-dire comment reconfigurer aujourd'hui la question même de la classe, de la composition, recomposition de classe à partir de cette nouvelle, de ce dualisme entre capital et terre. C'est-à-dire comment repenser la classe à partir de l'urgence écologique. C'est une vaste, très belle question. Alors déjà, en vous écoutant, pour la première partie de la question, je m'aperçois que moi-même, dans ma lecture, donc ça m'interroge, si vous voulez, effectivement, j'ai laissé l'État de côté. Alors, je m'interroge, est-ce que c'est à travers de ma lecture, ou est-ce que c'est parce qu'il en est peu question dans les textes? Ouais. Je crois qu'il en est peu question dans les textes. Ouais. Hein, est-ce que c'est la raison pour laquelle je en ai peu parlé? Et ça n'empêche pas de poser la question, hein, évidemment. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, vous m'y faites penser, il est au fond très peu souvent question de l'État dans les textes. Je parle de la première génération, hein, de Horkheimer à Adorno. C'est quand même frappant. Je ne vois pas de texte précis, hein, sur l'État. Il y a des choses sur la famille, ils ont pris en. Alors après, il y a des textes évidemment sur les dérives. Oui, le colloque, oui. Ouais. Alors après, il y a des textes qui font le lien évidemment avec les formes en train d'être prises par l'État dans sa dérive autoritaire, hein, à l'époque. Hein, donc le lien avec la personnalité autoritaire, etc. Mais bon, c'est quand même significatif que si on s'en tient en tout cas à Adorno et Horkheimer, hein, qui est finalement si peu de choses, mais c'est parce qu'à mon avis, bon, est-ce que ça veut dire que au fond ce serait un reste, disons, oui, un reste pas au sens négatif du terme, hein, de marxisme deuxième international, c'est-à-dire qu'au fond l'État est entre les mains de la classe dirigeante, qui est aussi la classe dominante, et donc bon, il n'est pas du tout un acteur neutre, hein, et donc du coup il n'y a pas non plus grand-chose qu'on puisse en attendre, aussi longtemps du moins que ce n'est pas une autre classe que la classe dominante qui l'utilise comme instrument de régulation sociale. Hein. Donc ça, je pense qu'effectivement, ils doivent être dans cette perspective-là, en tout cas pour ce qui est des textes des années 30. Hein. Donc, ce n'est pas des penseurs majeurs de l'État. Ça dit, votre question il faudrait se demander quand même, c'est à approfondir. Hein, pourquoi voilà. Après, il y a au sein de l'école de Francfort, hein, il y a, je pense aussi à le grand livre de Franz Neumann, hein, donc un collaborateur très proche, hein, Behemoth. Ça, c'est un livre absolument remarquable, dont Adorno a pensé et Horkheimer ont pensé le plus grand bien, et qui est le livre, au fond, de l'école de Francfort sur l'État nazi. C'est un livre remarquable, mais c'est très intéressant parce que la manière, je pense qu'il faudrait repartir de ça. Parce qu'au fond, c'est un livre qui conteste pour l'État national-socialiste, mais sans doute aussi pour l'État en général,
qui conteste au fond le rôle central, organisateur de l'État par rapport à la société. C'est-à-dire, au fond, c'est un livre qui explique que même l'État national-socialiste est incapable de cela. C'est-à-dire incapable d'être une instance réellement dirigeante, réellement encadrant réellement la société. Et le diagnostic de Delmon, c'est de dire qu'au fond, le troisième Reich, c'est un vaste plan. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est fait que d'instances rivales en compétition les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'au sein même de l'État, les différents ministères, les différentes autorités, qui se démultiplient en permanence, tout ça agit pas du tout unitairement, mais en contradiction constante, se marchant sur les pieds, s'empêchant d'agir. Bref, d'ailleurs, il utilise le terme d'anarchie. C'est-à-dire, au fond, donc c'est un livre qui décoiffe. C'est-à-dire, évidemment, quand on a la représentation d'un État autoritaire, voire totalitaire, comme de quelque chose qui est capable d'enserrer la société, de la contraindre, de grâce, le livre de Neumann donne vraiment quelque chose de tout à fait différent, parce qu'il donne à voir, disons, alors ça peut être assez représentatif au fond, peut-être d'une position plus générale sur l'État qui consisterait à contester depuis la société l'idée que l'État puisse réellement être un cadre exerçant un pouvoir de contrainte sur la société. C'est peut-être plus la réponse que je ferais, mais je ne suis pas sûr du tout. Alors, vraiment, j'ai jamais lu Horkheimer et Adorno en me disant que pense-t-il de l'État. C'est vrai, c'est un problème. J'aurais dû. J'ai jamais chaussé, disons, ces lunettes-là pour dire, mais c'est à faire, en tout cas. Après, évidemment, si je dis des bêtises, si vous avez l'impression que j'en dis et qu'il faut compléter et corriger, faites-le. Et après, il y avait un deuxième aspect. La résistance. La résistance, oui. Alors ça, là, je suis aussi obligé de broder, parce que c'est clair que, parce que on peut lire certains textes de Horkheimer et Adorno comme disant des choses qui sont encore utiles aujourd'hui à la compréhension de ce qu'est la crise écologique, la manière qu'ils ont de penser le rapport société-nature, etc. Ça me semble encore très utile aujourd'hui. En revanche, pour ce qui est du volet résistance à, alors là, déjà assez critiques, si vous voulez, des lecteurs critiques l'école de Francfort pense parfois que c'est un point faible, de manière générale, de l'école de Francfort, de critique. Je pense au livre en particulier de Stachkouvelakis, qui est un diagnostic assez marxiste, fort en termes, et donc assez critique à l'égard de la théorie critique, et qui lui reproche justement ce manque d'articulation à la pratique, et donc cette difficulté à armer réellement des mouvements oppositionnels. Je ne suis pas loin de donner raison. C'est une particularité aussi de ces théoriciens de Francfort. D'abord, ils ne sont membres d'aucune organisation politique. Par ailleurs, on le reproche aussi, mais enfin, c'est pas. Voilà, bon. Bref, donc, c'est peut-être un problème général de la théorie critique, de l'école de Francfort. C'est clair que c'est un problème encore plus sur la question écologique, parce que là, il n'y a pas de moyen. Mais après, on peut broder. Et moi, je pense que ce que je disais à la fin, si vous voulez, en m'inspirant d'eux, en tirant un fil, en disant ça peut être intéressant d'insister, disons, au fond, sur l'ancrage dénié par le capitalisme, qui se présente comme une société qui s'est déconnectée des liens avec la Terre, qui n'en a plus besoin, qui est partie dans une sorte de développement autonome, auto-alimenté. Donc, contre ça, c'est rappeler l'enracinement du capitalisme dans la Terre, etc. Bon, ça indique aussi que c'est sans doute du côté de la question de la reproduction
qu'il faut aller, si on va, vous voyez, si on va dans l'ancrage matériel de la production, si on ramène le capital sur la terre, hein, on lui dénie cette capacité à s'émanciper de tout rapport à la terre et à la nature, ce qui est sa grande prétention depuis le début. La question, si on dit non, en fait, il n'y a pas plus terrestre que ça, sauf que comme c'est dénié, c'est un rapport qui devient négatif et destructeur, qui n'est pas assumé positivement. Si on fait redescendre, disons, le mode de production capitaliste vers cet ancrage terrestre, je pense qu'une fois sur ce terrain-là, on peut armer, à la fois théoriquement et sans doute aussi pratiquement, parce que les mouvements liés, notamment si on pense au mouvement paysan en Amérique du Sud, en Inde, cet ancrage dans la terre est très profondément revendiqué. Et ceux qui le font, en lien avec la question de la reproduction, et ceux qui le font sont au plus près aussi, ce sont eux qui voient, elles et eux, qui voient aussi au plus près la destruction, le saccage, le pillage de la nature orchestré par les suppôts du capital. C'est pour ça qu'à l'Amérique du Sud, par exemple, c'est très clair que celles et ceux qui pensent en termes de reproduction sont aussi celles et ceux qui, au plus près de là où ils vivent, expérimentent très directement la destruction de l'environnement. C'est pas rien. Donc peut-être que c'est à partir de là, à partir de il y a beaucoup de manières de penser à la reproduction, évidemment, mais comme reproduction des conditions de l'être. Je prends le terme dans ce sens-là, le sens aussi du féminisme matérialiste, de la subsistance. Voilà, mais bon, après, tout ça, c'est un peu à côté de la théorie critique. On peut faire le lien, sans doute, entre les deux. Voilà. Mais c'est peut-être un peu ce qu'essaye de faire, je citais Eva von Redeker, c'est peut-être qu'elle se situe quelque part entre ce double héritage du matérialisme de la subsistance, qui est aussi un féminisme, et de la théorie critique. Peut-être que c'est un peu un petit croisement-là. Une question. On a beaucoup parlé du rapport de domination de la nature en relation à la domination de l'homme sur l'homme avec le capitalisme. La question que je me pose, c'est que ce rapport de domination vis-à-vis de la nature existe probablement bien avant la naissance du capitalisme. Je ne suis pas un expert de chrétienté, mais je pense que je ne sais pas si c'est un Bible ou l'évangile, mais la Bible, je crois qu'elle parle que la nature est au service de l'homme. Et donc, c'est quelque chose qui vient avant le capitalisme. Le capitalisme n'a fait que ça l'a approprié probablement l'empire, mais la question, c'était un peu ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est un peu la même question qu'on a avec le patriarcat, par exemple. C'est même. Vous avez des analyses qui disent que le capitalisme est un patriarcat, etc. On peut aussi dire, oui, mais le patriarcat est bien plus ancien. C'est un peu la même chose. Mais en même temps, je suis tout à fait prêt à le reconnaître. D'ailleurs, je pense que c'est très clair pour Fagner et Adorno, et que la dialectique de la raison, il a offert également le dit explicitement. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout réduit à la seule histoire du capitalisme, puisqu'on remonte très très loin en arrière, en Grèce et dans l'Antiquité. Donc, je suis d'accord, le rapport de domination sur la nature, d'exploitation de la nature, est antérieur au capitalisme, mais ça n'empêche pas ensuite d'analyser la spécificité, le tournant particulier que le capitalisme imprime à ce rapport de domination qui l'a précédé. Et or là, il y a des phénomènes très, très, très significatifs, c'est-à-dire proprement capitalistes. Par exemple,
Je parlais tout à l'heure des cycles, hein, et de la perturbation des cycles. On pourrait analyser, hein, le rapport de domination sur la nature exercée par le capitalisme comme un rapport qui produit des déséquilibres dans des cycles qui sont, qui sont à la fois, qui sont des cycles socio-naturels, hein, des perturbations jamais connues auparavant, sans précédent. Même si d'autres sociétés avaient un rapport de domination et de maîtrise sur la nature, elles ne parvenaient pas à perturber des cycles terrestres, hein, aussi importants que le cycle du carbone, etc. Elles étaient impuissantes à provoquer de tels déséquilibres. Je ne parle pas de rupture, on a des déséquilibres dans les cycles. Donc, ça, si vous voulez, on peut très bien admettre qu'il y avait de la domination avant, que des sociétés, y compris les sociétés agraires, exercent des formes de domination sur leur environnement. Elles sélectionnent les semences, elles décrètent que telle plante est une mauvaise herbe, et donc l'élimine, etc. Donc, vous voyez, des sociétés agraires. Marx lui-même a déjà analysé ça, mais grâce à sa lecture, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de Liebig et de ce débat-là, hein, par exemple, il analysait déjà la manière dont des sociétés très largement précapitalistes avaient déclenché des phénomènes de désertification. Pourtant, ce ne sont pas des sociétés capitalistes, elles sont déjà capables de déclencher des phénomènes de désertification par une agriculture trop intensive, hein, par un assèchement des rivières, en fait, hein, des choses dont Engels parle aussi dans de la nature, quand il prend l'exemple de ce qui se passe dans les Alpes du Nord en Italie. Il parle de phénomènes de... Et ce n'est pas du tout l'exemple qu'il prend, n'est pas à l'époque capitaliste, hein, c'est avant. Bon, donc, il y a déjà des sociétés pré-capitalistes tout à fait capables d'avoir des effets néfastes et qui sur l'environnement et qui sont déjà dans un rapport de domination. Mais après, je pense que ça n'empêche pas d'essayer de cerner les particularités, les formes particulières que le capital donne à ce rapport de domination, l'ampleur que prend cette domination, des formes spécifiques qui sont les siennes. Ce qu'on peut aussi faire avec le patriarcat. Incontestablement, il y a des formes de patriarcat intra-capitalistes qui ne sont pas les mêmes que celles qui ont pu exister ailleurs ou dans d'autres sociétés pré-capitalistes. Donc, il y a une question profonde après d'arriver. Oui, j'avais une question par rapport à cette couple de société-nature qui me semble asymétrique et pas très stable d'un point de vue d'une pensée écologique aujourd'hui. Parce que j'ai bien compris qu'avec un peu avec l'aide d'Estola, vous avez bien montré que chez Okana, s'il y a un dualisme, on ne peut pas sortir d'un dualisme en adoptant un monisme. Mais il y a toute une histoire où il y avait dans l'histoire de la philosophe, il y a d'autres thèmes qui sont en face de la nature. Il y a la technique, il y a l'art, il y a Dieu, il y a l'esprit. Et la société, c'est un thème assez moderne. Et en plus, quand on voit le surgissement de sociétés civiles chez le début de la science économique, par exemple, chez Smith, la société, c'est rien d'autre qu'un système de liberté naturelle. C'est-à-dire que c'est la nature qui opère à travers la nature humaine. Et dans la société, ça collapse un peu dans la nature. Et donc, c'est juste cette asymétrie. Et surtout d'un point de vue de Spinoza, par exemple, il y a une asymétrie complète entre nature et société. Donc, et ensuite, ce qui structure votre présentation, il me semble, c'est une suite des couples. Il y a société-nature, ensuite il y a les sujets-objets, et à la fin, il y a le capitalisme-terre.
Et j'ai compris que mon sujet-objet s'alignait sur société-nature. Je n'étais pas sûr sur capitalisme-terre D'accord. à la fin. Ouais. Ok. Ouais, ça fait beaucoup de choses aussi. Alors, capitalisme terre, à la fin, vous avez raison. C'est le sujet qui fait le lien. C'est-à-dire que si on admet, il y a beaucoup de raccourcis de la part, je suis tout à fait d'accord, hein, si on admet que les propres des rapports sociaux de type capitaliste, c'est de produire des subjectivités abstraites, des sujets, des sujets abstraits, selon une expression qu'on trouve aussi bien chez Marx d'ailleurs que chez Horkheimer et Adorno. Des sujets abstraits, c'est-à-dire, chez Marx, ça se joue évidemment c'est très clair dans le Grundrisse, par exemple, c'est dès que le propre de la société capitaliste, c'est d'engendrer en masse ce qu'il appelle des sujets sans substance, des sujets sans objet, c'est le salarié, en fait. C'est le travailleur coupé, c'est le travailleur moderne qui a fait. Donc, c'est le propriétaire de cette marchandise particulière qu'est la force de travail. Et pour qu'il existe, ce propriétaire de force de travail, il y a une première séparation qui est inaugurale. C'est les enclosures, c'est le passage, le fait d'avoir prouvé, d'avoir exproprié une quantité de gens de leurs terres, de leurs outils de travail, et de l'avoir fait de telle sorte que qu'est-ce qui reste? Il reste des sujets sans objet, c'est-à-dire sans terre, sans outils, dépossédés de toute possibilité objective de réaliser à partir d'eux-mêmes leur propre activité, de s'activer par eux-mêmes, comme disait aussi Marx et Hess, celle qui était à partir de soi-même. C'est plus possible parce qu'il faut attendre pour que le sujet s'active, il est obligé d'attendre que l'autre, qui lui possède les moyens de production, et l'accès à la terre, etc., lui donne cet accès. Donc ça remonte là, au fond, cette idée que ce qui est typique, au fond, de l'âge capitaliste, c'est la production d'une subjectivité séparée, abstraite, désubstantivée, impuissante aussi, d'ailleurs, parce qu'elle n'a plus de maîtrise, sinon illusoire. Bon. Donc, c'était là le lien, peut-être, qui n'était pas clair entre le passage sujet-capital. Bon. Après, c'est vrai que j'ai opéré une réduction nature-terre. Qui ne va pas de soi non plus. Je suis d'accord. Alors, là aussi, ça m'oblige à l'autoréflexion. Ce que vous dites, c'est très bien. Je m'aperçois, en vous répondant, qu'au fond, j'ai copié Marx. Parce que chez lui aussi, c'est un fait que des manuscrits 44 jusqu'au Grundrisse, il est énormément question de nature, et qu'à partir de la fin des années 50 et du début des années 60, il est de plus en plus question de Erde. Et la nature disparaît presque. Sauf pour dire que, mais c'est très important, que la force humaine de travail est une force de la nature, Naturkraft. C'est quand même encore dit par Marx, jusque dans la critique du point de Gotha, donc 1875. Il insiste en ouverture en disant la force humaine de travail est elle-même une Naturkraft, une force de la nature. Donc, c'est qui, en même temps, nous ramène au fond au tout début de mars en 1944, parce qu'il ne faut pas autre chose. Sauf qu'il n'avait pas encore le concept d'Arbeitskraft à l'époque, et qui disait l'homme est un Naturwesen, est un être naturel, un être de la nature. Entre-temps, il a fait le concept d'Arbeitskraft. Il est passé par le concept Arbeitsvermögen, capacité de travail, il l'a transformé en Arbeitskraft, et à la fin, il dit cette kraft humaine, cette force humaine, est en réalité elle-même une force de la nature. Voilà, donc là, il utilise nature, mais sinon, le terme qui devient dominant, c'est celui de terre, de Erde. Ouais. Alors, par exemple, les passages que
l'éco-marxisme contemporain rendu célèbre. Le livre 3 du Capital, le passage sur la Tamise, justement, une ville comme Londres est incapable sous capitalisme de se développer autrement qu'en polluant la Tamise, et cette pollution de la Tamise elle-même montre que nous sommes incapables de rendre à la Terre ce qu'elle nous a donné, hein, de rendre du nutriment, hein, à la Terre, hein, et ça, on jette tout à la Tamise. Donc là, tous ces textes-là, il n'est plus question de la nature, mais de la Terre. Alors, est-ce que c'est dû au fait que le concept de nature est trop philosophique, trop métaphysique, trop empli de références à la nature, à la physis ancienne, mais aussi à Spinoza, c'est possible. Donc, du coup, c'est une sorte de déflation. C'est sans doute aussi lié à la centralité de la question de la rente foncière. Oui, aussi. 50, et la fameuse trois sources de revenus, le travail, la terre et le capital. Tout à fait. Oui, et là, la terre devient. Tout à fait. Oui, sans doute. Et alors après, oui, votre question, le début, en tout cas, je remonte, le début, vous n'avez pas tort de dire que le rapport est déséquilibré, hein, dans cette tradition de pensée, qui va de Marx à la théorie critique. Parce que, au fond, ce qui fait l'objet de la critique, c'est une société qui se croit émancipée de la nature. Donc, si on fait cette critique, ça veut dire que on suppose qu'il n'y a pas de société humaine qui puisse être réellement émancipée de la nature. Donc, que toute société humaine est en rapport avec la nature, voire y est inscrite. S'y développe, en tout cas. Ça veut donc dire que ce qui est premier, c'est la nature. Donc, ça déséquilibre le rapport en faveur de la nature. Ce qui est le cas chez Marx dans les 1944. C'est très clair que dire que l'homme est un Naturwesen, ça veut bien, pour ne pas parler, ça veut bien dire que c'est un être issu de la nature, d'où sa réalité corporelle, les besoins, etc., hein, la souffrance, mais ça veut donc dire que disons, les sociétés. D'ailleurs, si on reprend le 1944, on voit bien que l'histoire des sociétés humaines est une sorte de continuation de ce qu'il appelle l'histoire de la nature, de la Naturgeschichte, et que, au fond, les sociétés humaines se développent comme étant une continuation par d'autres moyens, en l'occurrence humains et sociaux, d'une productivité qui est d'abord celle de la nature. Si on pense à l'ontologie, au fond, que celle de Marx en 1944, c'est ça. La nature, c'est la nature au sens de Spinoza, c'est toute chose, c'est le tout, et elle est caractérisée, c'est un tout qui n'est pas inerte, qui n'est pas une substance fixe, c'est un tout productif, et infiniment productif. C'était déjà vrai, la substance de Spinoza, infiniment productive. Donc Marx reprend de cette manière, et alors après, il développe une pensée de la production humaine, mais comme étant au fond une poursuite, un développement ultérieur, une poursuite du développement même de la productivité naturelle, de la natura naturans. Bon, mais vous voyez, en disant tout ça, je vais dans le sens d'abord de dire oui, il y a un déséquilibre et qu'il est en faveur de la nature. Mais ce qui n'empêche pas de dire que les sociétés humaines ajoutent, et Marx le disait aussi, en tout cas le Marx un peu plus postérieur, que la société humaine, les sociétés humaines, même si elles se développent dans la nature, et si elles sont le fait d'une espèce qui est elle-même une espèce naturelle, ça n'empêche pas
que dans leur développement, elles viennent ajouter des choses qui n'ont rien de naturel aux sociétés humaines. Le rapport salaire capital-travail, ça n'est pas rien de naturel. C'est une institution purement historique et sociale. Le fait que certains soient salariés et que les autres aient du capital, ça, c'est la naturel. On n'a jamais ça. C'est ce que Marx n'a de cesse de dire, d'ailleurs, contre toute naturalisation des rapports sociaux. Mais s'il est tellement hostile à la naturalisation des rapports sociaux, c'est précisément bien parce qu'il pense que l'histoire sociale ajoute des choses à la nature. Des choses qui n'y sont pas, mais ça, vous avez bien de ce point de vue-là. Hegel, dans le principe de la philosophie du temps, l'État, la société, c'est une seconde nature. Donc, ça vient s'ajouter à la première. Mais c'est tout aussi objectif que la première. C'est-à-dire que je ne sais pas si je réponds. Oui. Est-ce que cela, rapidement, est-ce que disons, ce spinozisme de fond ne nous aide pas à répondre à la question de l'injustice sur l'État? Là où, pour Spinoza, l'institution étatique est bien l'expression du droit naturel de l'autorité, du droit naturel, il n'y a pas de capitalisme. C'est la différence entre les deux tractatus, c'est le saut du contractualisme et l'absence de contractualisme. Eh bien, on voit justement que chez Spinoza, l'État, ce n'est pas en rupture avec une étude qui est conçue comme douée de droit. Donc, voilà, est-ce que cette part, justement, qui a été posée, on peut concevoir un moment critique, naturaliste. Alors ça, je ne me prononcerai pas pour ce qui est des théoriciens critiques de Francfort, parce que là, bien sûr, là on reparle de Marx. Voilà. Mais chez Marx, ça marche. Je suis absolument convaincu de ça. C'est-à-dire que, par exemple, tous les textes du début, de 43, 44, 45, là, on n'a pas arrêté de parler d'une société capitaliste qui croit pouvoir s'émanciper de la nature. Mais chez les jeunes Marx, c'est la critique de l'État, c'est la critique d'une instance qui croit pouvoir s'émanciper de la société. Or, la société est tellement enracinée dans la puissance de la politique, de le dire de façon spinoziste. Donc, en fait, il lutte contre l'hypostase de l'État, c'est-à-dire l'hypostase qui est néanmoins réelle et qui fonctionne. Et qui est sans doute nécessaire à son affirmation, mais il n'a de cesse de vouloir ramener, de la critique du ciel, de la politique, etc., de ramener l'État sur Terre, et la Terre, c'est la société. Et donc, je suis entièrement d'accord avec vous, ça va dans ce sens-là. Et ça, en plus, c'est une continuité chez Marx jusqu'au bout. Parce que si vous regardez, par exemple, la guerre civile en France, dans le contexte de la réaction de la Commune, c'est ce qu'il dit de l'État dans ce texte-là, c'est absolument remarquable. Justement, Édith les communards avoir détruit l'appareil d'État comme quelque chose, comme cette construction parasitaire extérieure qui vient appuyer sur la société et bloquer son libre développement. Et donc, grand mérite des communards d'avoir aboli la fonction publique, les fonctionnaires, l'armée et la police. Et libérer la société. Société qui est composée par des droits naturels. Voilà, tout à fait. Là où dans le marxisme, même dans la gauche marxiste, on a insisté sur l'autonomie de la société, l'autonomie sociale. Là, il sera question de qualité bien sociale par ces droits qui sont naturels, qui est un ensemble d'êtres vivants. Tout à fait. Ce qui n'est pas toujours fait. Oui, de ce point de vue, je me demande si du côté de l'école de Francfort, il y a quand même des développements, du côté de l'école de Francfort récente. Il y a des développements, je pense aux travaux de Martinez sur justement qui essayent de se placer entre la tradition hégélo-marxiste et Spinoza. Je n'ai pas lu ces travaux de Spinoza, mais je me demande de Martinez, l'actuel directeur de l'Institut. Non, pas lu. Ah, mais il y a eu un règlement récent. Je vais rester. Oui, mais c'est vrai, je n'ai pas pensé à lui. Pourtant, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
mais il n'est pas représentant, c'est pas un représentant, je dirais, de la. Ça a toujours été comme ça dans cette génération. C'est pas le, comme on dit, le premier cercle. Mais cela dit, il y a sans doute des raisons pour lesquelles justement il peut être vu comme étant un petit peu à la périphérie. Mais son empreinte dans ce paysan, c'est un aspect. Mais c'est pas, oui, comment dire, la tendance force est nettement plus dominante que la tendance art. C'est dommage. Est-ce qu'il y a des questions ici? C'est trop tard. Ah, il faut faire. OK. Non, je suis désolé. Je demandais la référence à Malm, la dernière citation. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un qui veut la parole? Et c'est ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole en ligne, parce qu'on est en train de La chauve-souris est capitale. terminer le. La chauve-souris est capitale, page 109. Ouais. Vers la fin. On a encore 5 minutes, je pense, pour une dernière question. Il faut partir. Ah non, pas 5 minutes. OK. OK, c'est bon. C'est 49. C'est déjà. Ouais. Non, je suis désolé parce que en fait, mon intervention ce soir a été faite de longue date. Il y a eu un changement d'un point de vue, disons, tellement familial, personnel, amical, même dans la vie. Ah, quelqu'un a demandé avant quel est le texte d'Horkheimer dont on a parlé. C'est lui sur la raison instrumentale. Alors, oui, alors en français, ça a été traduit Éclipse de la raison, comme en anglais, OK. hein, mais en allemand, c'est Critique de la raison instrumentale. OK. Hein, mais c'est le même livre. Oui, oui, mais c'est. Et voilà, donc, comme il l'a publié juste à la fin de la guerre, d'ailleurs, c'est un livre qui a d'abord été publié en anglais. Hein, le titre en anglais est Éclipse de la raison. Et puis, il a ensuite fait une version allemande. Après coup, c'est retour en allemand. Et ça, il a changé complètement le titre, parce qu'en allemand, c'est Critique de la raison instrumentale. On avait bien. Donc, merci beaucoup. Merci. Je ne rappelle pas qu'on est dans la prochaine séance du séminaire. Et au mois de février, c'est avec Christophe Magis, c'est sur les rôles des droits d'auteur dans l'industrie musicale. Ok. Donc, je ne sais pas les titres tout à l'heure. Oui, c'est le 15 février.